La première chose qu'on voulait vous dire avec Karim, c'est que donc on s'est posé cette question parce qu'à la CID, on est tous des réalisateurs et que cette manière-là de faire du cinéma, c'est-à-dire une manière euh, pas dénuée de moyens, mais en tout cas limitée dans les moyens, pose la question de- des techniques, de l'inventivité dont on doit faire preuve pour pouvoir raconter un récit, mettre en scène des choses. Et on s'est posé cette question à l'égard du cinéma américain, sachant qu'aux États-Unis, à l'inverse de la France, les systèmes de financement sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire réduits. Et donc on s'est donc posé cette question, est-ce qu'il existe aujourd'hui aux États-Unis, ou en tout cas sur les dernières années, un cinéma artisanal? La première chose, on va commencer juste par un petit récapitulatif, une petite historiographie du cinéma américain, qui est souvent liée à sa relation avec Hollywood. Alors sans remonter trop loin, on peut dire qu'à partir des années 50, il y a une perte d'influence du cinéma hollywoodien qui est liée à la disparition des drive-in, par exemple, et puis aussi d'une forme de lassitude du public et surtout du plus jeune. Le début dans les années 60 des courants politiques qui prônent la liberté et donc l'audace dans le récit, voilà, l'apparition de la télé aussi, et émerge un cinéma qu'on appelle le Nouvel Hollywood. À l'intérieur de ce cinéma-là, on connaît un certain nombre de réalisateurs qui sont encore aujourd'hui célèbres, type Scorsese, Friedkin, pardon, Al Ashby. Et puis, à nouveau, à partir de la fin des années 70, ce cinéma indépendant s'essouffle. Et puis, à nouveau, un renouveau, une espèce de force renaît à l'intérieur d'Hollywood, qui se ressaisit en fait du cinéma américain et qui se remet à faire des blockbusters, un nouveau type de blockbusters, des blockbusters pardon, qu'on connaît tous, type Retour vers le futur, les Gremlins, etc. Ce cinéma-là envahit le paysage américain, mais aussi le paysage mondial. Mais à nouveau, une forme d'essoufflement qui est liée au rachat des studios hollywoodiens par des grosses compagnies type Sony se met à s'essouffler. Il y a, par Robert Redford, la création d'un festival qui est extrêmement réputé, qui est celui de Sundance, qui se propose de montrer à nouveau aux États-Unis un cinéma émergent, indépendant, artisanal. Oui, et surtout l'atelier aussi pour refabriquer ce genre de cinéma. Voilà. Alors, et Miramax. Et Miramax. Alors, pour prendre un exemple concret, il y a un film qui est un film absolument culte aux États-Unis pour ce qui est du renouveau dans les années 90 du cinéma américain, c'est un film qui s'appelle Clerks, que je vous conseille vivement de voir, c'est un film en noir et blanc, filmé en pellicule, tourné avec peut-être 15 000 $, qui raconte juste le quotidien d'une salle, enfin d'un lieu de location de VHS, et qui raconte le quotidien des gens qui y travaillent et des gens qui y traînent. Dans la foulée, évidemment, il y a toute une série de réalisateurs qu'on connaît tous, Soderbergh, Tarantino, etc., qui sont tous des réalisateurs qui ont commencé avec des petits budgets. Alors, évidemment, ces cinémas-là, riches du talent de ceux qui les mettent en scène, se fait remarquer. Le plus connu, c'est Soderbergh, avec Sexe, mensonge et vidéo, qui reçoit la Palme d'Or à l'âge de 25 ou 26 ans, à Cannes. Et à nouveau, Qui marque vraiment le début de ce nouvel Hollywood, du coup. Oui, voilà, en tout cas, un renouveau du cinéma indépendant. Et puis, à nouveau, une reprise en main par les studios, dont on vous parlera peut-être un peu plus tard en conclusion, une reprise en main par les studios, et aujourd'hui, donc, sur les 10-15 dernières années, est-ce que ce cinéma-là, artisanal, inventif, est-ce qu'il existe encore? C'est une question. Voilà, parce qu'en fait, Idir et moi, on s'est vraiment posé la question sur cette question-là en tant que cinéaste. On n'est pas critique, on n'est pas historien du cinéma, donc vraiment l'approche qu'on a eue, c'est en tant que cinéaste. Et on s'est rendu compte que la notion d'auteur était très liée au cinéma indépendant. C'est-à-dire cinéma indépendant égale auteur dans le cinéma américain depuis les années 60, enfin les années 50, début des années 60. Donc voilà, maintenant, on a un peu abordé cette question-là du point de vue de la fabrication de films. Alors, je voudrais rajouter un truc. Oui. Et ce qui est extrêmement important en fait à saisir, ce qui à mon avis saute un peu, en tout cas vient à l'esprit de tout le monde, c'est que cette question-là elle est liée en fait au financement des films, à savoir moins d'argent égale nécessité de faire preuve d'originalité, soit dans le récit, soit dans l'esthétique, soit dans la manière de diriger les comédiens.
donc des procédés qui sont essentiels évidemment à la fabrication du film. Et c'est à partir de ces trois questions-là, celle de l'esthétique, donc du comédien et du récit, qu'on s'est proposé de vous faire une espèce de liste non exhaustive de ce qui se passe encore aujourd'hui aux États-Unis en termes de création. Et puis aussi, surtout, parce que c'est important quand même de vous le souligner, ce sont des auteurs qui résistent en fait à des schémas de fabrication hollywoodiens, où aujourd'hui, de plus en plus, Hollywood utilise l'intelligence artificielle pour penser, ou en tout cas pré-penser des récits. Il y a des nécessités qui sont liées à des nécessités économiques, comme celle par exemple de mettre toujours un Chinois ou un Asiatique de manière plus générale dans un film, ce qu'on peut voir dans à peu près tous les blockbusters. Enfin, tous ces éléments-là, qui sont des éléments aussi qui s'appliquent à la manière dont est structuré un récit, tous ces éléments-là, successifs, additionnés, sont des éléments d'uniformisation, mais en même temps, ces auteurs ont à la fois un souci artistique, mais aussi un souci de réussite commerciale, et c'est pour ça qu'on va vous proposer ce premier extrait. Pollution. Donc voilà où c'est un équilibre assez intéressant entre ce cinéma d'auteur et ce cinéma enfin dépendant et ce cinéma à la fois hyper hollywoodien. Donc comment faire un film d'horreur avec juste une voiture et un camion sur la route. Et avec cette chose très artisanale d'un découpage extrêmement précis, extrêmement Hitchcockien même, où tous les plans sont même storyboardés à l'avance, puisque c'est tous ses premiers films, il est storyboardé, et où voilà, il construit complètement ce monstre dans cette scène-là, on découvre le camion fantôme qui va être cette poursuite infernale. Voilà. Et plus encore, le film est ce film, et c'est pas n'importe qui, donc c'est Spielberg qui le porte, donc c'est un film qui a été tourné en 10 jours, qui en fait s'inscrit totalement dans une filiation paradoxalement hollywoodienne, puisque c'est finalement aussi un film de cow-boy, c'est un face-à-face. Et en effet, comme le dit Karim, les techniques utilisées sont des techniques d'une simplicité absolue, c'est-à-dire c'est vraiment la technique du montage, cette espèce d'alternance entre le plan large, le plan resserré, cette manière d'étendre et de distendre en fait la temporalité de la situation. Ce travail du son aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné, le camion passe, ou je ne sais plus, c'est la voiture qui passe à côté du camion, et donc cette espèce de tremblement, enfin en tout cas, pour créer une situation, pour créer une atmosphère et pour créer une émotion, pas besoin d'éléments ou de stratégies sophistiquées, juste besoin d'utiliser les outils qu'on a à notre portée. Et là, Spielberg en fait absolument la démonstration. Et on trouvait que c'était intéressant parce qu'il est aussi à un endroit où il est à la fois exigeant dans le film, si vous le voyez, parce qu'il est exigeant sur son regard critique
de la société américaine, puisque le personnage principal est un commercial qui se trouve perdu dans le désert américain et qui doit faire face à un ouvrier dont on ne voit absolument et jamais le visage. Cette espèce de manière-là de porter un regard intelligent juste par un récit d'une simplicité absolue, et en même temps d'essayer d'aller chercher au plus large et au plus loin les spectateurs. Et de ce point de vue-là, le film est un film qui fait date, si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, bon, voilà. Et dans l'idée d'aller donc un peu plus loin et de commencer donc à réfléchir à partir des outils du cinéma, on va se proposer d'abord commencer par une réflexion, en tout cas par une espèce de recherche de ce qui se passe dans le travail esthétique du cinéma américain. Et du côté de l'esthétique visuelle. Visuelle et auditive, mais vas-y, visuel. Visuel, pour ce qui est du visuel, il y a d'abord un endroit où toujours, parce que c'est toujours par définition au départ, même si aujourd'hui on en voit tous partout en salle, il y a cet endroit-là qui est celui du cinéma de genre, et plus particulièrement du film d'horreur, qui a toujours été aux États-Unis un endroit de recherche. Alors ça commence avec Romero et les films sur les morts vivants, évidemment, puisque les morts vivants c'est un film en noir et blanc avec juste des gens qui marchent au ralenti, et ça c'est des morts vivants. Mais plus proche de nous, il y a eu un film comme le projet Blair Witch, où cette idée-là, c'était d'aller, puisqu'on n'a pas de caméra, puisqu'on n'a pas les moyens de se payer une caméra qui doit coûter sans doute plus de 200 ou 300 000 $, on va utiliser ce que nous tous nous utilisons à l'époque, c'est une caméra mini DV. Avec cette réflexion, cette idée toute simple, mais en même temps d'une grande ingéniosité, qui est celle de se dire comment faire en sorte que le spectateur ressente au plus proche de lui les émotions de crainte que ressentent les personnages. Et comment lui faire croire que lui-même aurait pu vivre cette propre histoire. Et donc cette idée-là, qui est une idée qui aujourd'hui, on voit un peu partout dans le cinéma, c'est l'idée de la caméra subjective. C'est une idée d'un usage quasi amateur de la caméra, bien qu'évidemment ça a été extrêmement pensé. Mais ça correspond à la fois à la nécessité de vouloir transmettre une émotion, mais aussi à une contrainte et une pure contrainte économique. Voilà, après on pense aussi à d'autres films comme Tangerine, par exemple, de Sean Baker, qui est tourné complètement avec un téléphone iPhone, l'iPhone 5, et où là, donc, il y a vraiment une esthétique très particulière de l'iPhone, qu'apporte l'iPhone, qui a une espèce d'hyper-réalisme, qui fait un peu home vidéo, encore une fois, comme Blair Witch, comme d'autres films d'horreur qui ont suivi. Mais il a aussi une technique très intéressante, c'est ce travail... et ça aborde aussi la question du rapport de l'invention d'une esthétique en rapport avec le travail en rapport avec le réel, c'est de travailler en collaboration avec réellement, puisque pour ceux qui n'ont pas vu Tangerine, ça parle donc du milieu de la prostitution dans le milieu transgenre en fait. Et il est allé vraiment faire tout un travail de recherche sur le terrain et de collaborer pour écrire l'histoire, et du coup de faire ça vraiment de façon la plus intime possible avec son iPhone. Donc voilà, création complète par rapport au réel d'une esthétique. En gros, l'idée qui lie ces deux films, c'est ce souci d'utiliser les outils qu'on a tous à notre portée. Et évidemment, donc à l'époque c'était un iPhone 5S, l'idée c'est de évidemment pas filmer qu'avec un iPhone 5S parce qu'il y colle une espèce d'adaptateur à l'objectif qui lui permet d'élargir un tout petit peu plus le champ, mais en tout cas c'est de retrouver et de donner au spectateur une colorimétrie, une esthétique qu'il connaît et qu'il pratique au quotidien. C'est aussi une manière, par l'esthétique, de donner une liberté aux comédiens, qui sont dans le film des comédiens amateurs, qu'ils ne pourraient pas se permettre avec un matériel professionnel. Alors à la fois contrainte, mais en même temps liberté, ce qui est toujours un peu le paradoxe des réalisateurs, même ici en France, c'est-à-dire que c'est toujours à partir d'une contrainte, soit qu'on s'invente, soit qui nous est imposée, qu'on s'oblige à trouver des techniques qui nous permettent de recréer, de repenser même parfois notre propre récit. Dans le cas de Tangerine, c'est exactement ce qui s'est passé. Autre cinéaste auquel on a pensé, cinéaste actuel, c'est Chloé Zhao pour The Rider, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le milieu du rodéo. Et donc cette utilisation, ce fil, puisqu'elle utilise les propres personnes, elle en fait une fiction à partir de l'expérience des propres personnes. Et donc c'est ce fil de capter le réel. Et elle travaille beaucoup par moments, comme ça, par ellipse, comme une espèce de respiration qui capte le réel.
qu'elle fictionnalise. Et voilà, et ça crée du coup vraiment un style comme ça, elliptique, qui respire, voilà, qu'on trouvait extrêmement... voilà, une invention d'une esthétique propre. Et donc, avec cette idée d'une recherche documentaire, ou cette idée plus exactement de recréer de la vraisemblance et donc de la proximité avec le spectateur, à l'opposé, il y a aussi toute une génération de réalisateurs et de réalisatrices qui vont chercher dans l'art contemporain, donc quelque chose donc de plus formel, de plus pensé, intellectualisé en tout cas, des éléments qui vont leur permettre de repenser et le récit et l'émotion qu'ils vont transmettre. Alors, moi, je pense souvent à une réalisatrice qui avait reçu la Caméra d'Or en 2005, qui s'appelle Miranda Geluk, qui avait fait un film qui s'appelle Toi, moi et les autres, mais on vous montrera bien plus tard un extrait de ce film, qui est un film un peu exemplaire, du point de vue de ce qu'est le film de Jim Cummings, que vous allez voir après. Et donc c'est toujours cette idée d'aller rechercher, d'aller picorer à la marge, à des endroits, des formes qui permettent à l'auteur de reconstruire ou de retraverser des sentiments que nous vivons tous. On va vous montrer un extrait d'abord, et puis après on en parle.
I was so screwed. What was I going to do? I shouldn't waste time. I needed to talk to someone. I needed to take an action and get this weight off me. My dad, that was the person. En fait, là, ce qui est hyper intéressant dans cette séquence, c'est cette manière de faire du collage avec des éléments extrêmement disparates. Donc on a un usage du travail sonore, là en l'occurrence c'est l'électroacoustique qui est fait par le français qui s'appelle Bernard Parmigiani. Et par ailleurs, l'usage de ralenti, l'usage d'une transformation d'espace visuel qui est extrêmement simple sous la douche, ralenti, le changement des lumières, l'arrivée par le son d'une jungle qui n'existe pas, puis juste après, à nouveau, un usage pour raconter un peu l'environnement et ce qui touche au plus profond le personnage principal, à savoir son milieu du skate. Et là, on utilise des images quasi documentaires des skateurs. Ce collage-là, comme ça, protéiforme et qui semble ne pas faire sens, utilisé de manière évidemment intelligente et ingénieuse par Gus Van Sant, retravaille cette question de l'angoisse. Et plutôt que d'utiliser le texte, plutôt que d'utiliser simplement, je sais pas, la crise, les larmes, enfin en tout cas des outils scénaristiques absolument classiques, il y a la volonté, il y a le désir de Gus Van Sant de vraiment plonger le spectateur dans quelque chose, dans une espèce d'étrangeté qui lui rappelle nécessairement, ou en tout cas intuitivement, quelque chose qu'il a déjà vécu. Et de ce point de vue-là, voilà, il y a encore, en l'occurrence, Gus Van Sant, à travers Jerry et tout un tas d'autres films, a fait preuve de ce travail de recherche-là. Et voilà, et donc il nous semblait important de vous proposer cet extrait. Et d'ailleurs, à ce propos, pour faire le lien, le comédien principal est un comédien qui est un comédien non professionnel, ce qui a souvent été le cas dans une série de films de Gus Van Sant. Pas tous, évidemment, parce que voilà, il a l'habitude de travailler avec des stars, mais il travaille aussi avec des comédiens non professionnels. Ce comédien-là faisait partie d'un casting en ligne de 1500 jeunes adolescents qu'il a sélectionnés, ce qui est une technique peu habituelle aux États-Unis. Et ça fait le lien avec la question qu'on s'est posée ensuite, celle des comédiens et du jeu. Du travail d'acteur. Oui, parce que dans les années donc, 50, 60 arrive l'acteur studio qui vient bouleverser le jeu dans le cinéma hollywoodien. Et puis bah, évidemment, Hollywood récupère ça et puis ça commence à devenir un peu une forme reproduite. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez aussi dans les années 80, par exemple, on voyait beaucoup d'actrices qui jouaient tout le temps avec leurs mains comme ça. Voilà, il y a des modèles de jeu comme ça qui commencent à se reproduire et donc on a commencé à s'intéresser à d'autres façons de diriger les acteurs, d'autres façons de travailler le jeu et donc on a pensé à une réalisatrice comme Kelly Reichardt. Mais juste par jeu d'opposition par rapport à ce qu'on va dire, il y a cette espèce de règle absolue de l'ultra-incarnation. C'est-à-dire qu'il faut toujours passer par un processus de je vais jouer un infirmier, je vais être infirmier pendant 2 ans, etc. etc. Et qui d'ailleurs, au demeurant, nous a offert des performances absolument incroyables de jeu. Mais il y a quand même cette idée de comment saisir l'immédiateté, comment saisir en tout cas d'autres émotions, d'autres sentiments. Et il y a en effet. Voilà, donc Kelly Reichardt, dont on vous montrera un extrait plus tard, donc je ne sais pas si vous voyez cette réalisatrice américaine qui a fait All Joy, Wendy et Lucy, La Dernière Piste, entre autres, et Night Moves. Et elle, par exemple, elle aime mettre ses comédiens. Déjà, elle travaille avec des gens qu'elle connaît, qu'elle rencontre, avec qui elle désire travailler. Elle ne fait pas passer de casting. Et elle les met dans des situations physiques. Et elle leur demande juste de vivre la situation, de ne pas interpréter. Et c'est juste capter ça, ne pas montrer d'émotion, ne pas avoir d'émotion, c'est d'être dans la situation. Et elle les met tout le temps dans des situations comme ça qui sont extrêmement physiques en général. L'idée, c'est d'éviter absolument la répétition. Donc de travailler sur ce que va proposer de manière urgente le comédien. Et donc d'essayer de coller à une espèce d'ordinaire du sentiment, à une espèce je me répète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais une espèce d'immédiateté, une espèce d'ordinaire de l'émotion. Et à partir de là, elle exige de ses comédiens qu'ils arrivent vierges de tout sur un plateau. Et c'est ce qui fait qu'en effet, dans un film comme par exemple Wendy et Lucy, cette comédienne qui est Michelle Williams, qui est maintenant extrêmement connue, explique qu'elle-même, en fait, se retrouvait à chaque fois démunie
et en même temps que c'était à partir de là qu'elle pouvait inventer et repenser en fait la situation dans laquelle la mettait la réalisatrice. Cette manière-là, en fait, va à contre-courant de tout ce qui se fait à Hollywood, où on est toujours dans l'ultra-performance, et il y a une forme de fragilité qui parfois confère à la maladresse, mais qui en fait offre au spectateur une vérité et une authenticité qu'on ne retrouve pas dans peu, ou moins en tout cas, dans le cinéma hollywoodien. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace dans lequel on puisse expérimenter quelque chose. Et dans le même mouvement, donc dans ce souci-là, ou en tout cas dans une espèce de filiation, et pourtant les deux genres de cinématographie sont très distincts, chez Michelle Williams, chez Kelly Reichardt, il y a ce désir et cette volonté de toujours travailler avec la même troupe de techniciens, la même troupe de comédiens, puisqu'elle explique que ses premiers films, elle les a fait avec quasiment 0 $, pardon, et que donc c'est vraiment une quasi troupe théâtrale qui l'a accompagnée dans ses premières œuvres. Ce travail-là, on le retrouve plus loin, dans une autre manière de diriger les comédiens, qui est dans le travail de Judd Apatow. Donc Judd Apatow, vous connaissez peut-être les films, c'est 40 ans toujours puceau, Sans ça rien ne va, enfin tout le renouvellement des 5-10 dernières années de la comédie américaine, inspiré qu'il a été lui du travail de stand-up, mais aussi parce qu'il a commencé, il s'est révélé dans une série qui est passée dans les années 90 sur MTV qui s'appelle Freaks and Geeks, qui est devenue une série culte qui a duré qu'une seule saison, une série qui a révélé James Franco, et Seth Rogen, etc. Enfin, toute une série de comédiens très connus. Comédien adolescent à l'époque, et lui s'est senti, il le raconte comme ça, obligé de les faire travailler parce qu'il les avait sortis de la scolarité. Mais en travaillant avec ces gens-là, et riche de sa propre expérience de très mauvais stand-upper, il s'est mis à repenser en fait sa manière de repenser la comédie et de repenser la direction d'acteur. Et on va vous montrer un extrait. Why do we fight? I don't know. It makes no sense at It all. makes no sense. When we get in a fight, look in my eyes and let's remember this moment right now and know that we never have to fight. But you're such a dick sometimes. I know I am a dick sometimes. People think I'm so nice, but I'm such a dick. Thank you for admitting that. And you get so mad at me. Oh my I feel like you gosh. want to kill me. I do want to kill you. How would you do it? Oh no. I poison you. I poison your cupcakes that you pretend not to eat every day and just put like enough in to just slowly weaken you. I love it. I would enjoy our last few months together. Me too. Because you'd be so weak and like sweet and I could take care of you but while killing you. See, you know what I love about us? You can still surprise me. I figured for sure you'd knock me out with one fell swoop of poison, but you would extend it over a series of months. Have you ever thought about killing me? Oh, yeah. Really? Sure. How would you do it? Wood chipper. A wood chipper? Yeah. A wood chipper? Yeah. Wow. I know. Did you see Fargo? Yeah? Oh, that's a bad plan. The cupcakes is a way better plan. It is. You're right. You know what? I won't murder you. Aww. I love you. I love you too. You know what I brought? What? A medical marijuana cookie. Ben gave it to me last Christmas. What? Yeah, I brought it. You did? Chocolate chip cookie. Should we do it? Let's eat the cookie and then we'll order a bunch of cheeseburgers and a bunch of, let's order the entire room service menu. Just get all of it. You deserve it. You really do. Wouldn't you rather have me around for less years and I'm incredibly happy than longer and miserable? Yes, and I just realized that right now. Go get the cookie. I'm getting a cookie. Go get the cookie. Ow! Should we watch porn when we eat the cookie? Yeah, should we get a block of porn? I don't think we need 24 hours of porn. Yeah, but you know, like 2 porns cost just about as much as a 24-hour block. I think that's too much porn. We don't have to watch it all, but for the value, it makes sense. How much are we supposed to eat? I don't know. I think like 6 or 7 cookies, right? Plus, it's old. It probably has lost some of its Potency. Mm-hmm. Yeah. We should have sex more. I mean, girls have it so easy. You just show up with your sexual organs and you're good to go. All the pressure's on the guys. It's true. And I look at guys like I look at a guy like Prince, and you know that guy bucks. Yeah. I know I don't fuck like Prince.
Prince can fuck. I fuck like David Schwimmer. I fuck like Ross from Friends. Dans le jeu ici, on voit bien qu'il y a une revisitation vraiment extrêmement originale de la part de Judd Apatow du rythme extrêmement compliqué à trouver dans la comédie. Ici, on est vraiment plus proche d'un rythme qui est pas loin de quelque chose d'un peu heurté, de quelque chose qui se rapproche vraiment d'une interprétation quasi théâtrale. Donc je parlais du stand-up, c'est-à-dire c'est la recherche de la punchline, etc. Ce qui fait qu'on retrouve dans son film d'abord le souci de coller à l'authenticité du ton et de la réplique, sa naturalité presque, celle qu'on peut avoir entre potes autour d'une table. Et ce travail-là fait qu'il a été obligé de remettre, il pousse ses comédiens à remettre en permanence le couvert jusqu'à trouver la bonne réplique, le bon rythme, mais en même temps, cette liberté-là qu'il leur offre, qui est une inventive, comment dire, cette liberté qui est proche d'un travail d'improvisation, c'est un travail qui en fait l'oblige à étirer ses durées sur les plateaux extrêmement, d'avoir des durées de tournage extrêmement longues. Et même de ses films d'ailleurs, il dit qu'il fait des films plutôt assez longs, et que ça lui plaît d'ailleurs, parce que ça va contre le système. Et du coup, il a ce truc de répéter, d'aller chercher, de ramener les acteurs pour qu'ils ramènent des répliques, etc. Ils sont tout le temps en train d'inventer. Et justement, il va à l'encontre de ce qui se faisait avant, qui était la comédie extrêmement rythmée, bang, 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 les répliques, tac, ou les gags, et il dessert complètement ce timing de la comédie américaine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est comment il invente ce décalage, son style propre, qui est ce décalage entre ce qui est dit et le ton. Voilà, ils se disent des choses absolument cruelles de façon assez délicieuse, et aussi qui crée une sorte de musicalité, je trouve, dans la rythmique, dans l'échange, comme ça. Voilà, qui a un style extrêmement propre, et ça, c'est vrai que c'est dû forcément à un temps de recherche qu'il fait avec les comédiens. Et on arrive donc à cette étape qui est l'étape absolument primordiale de tout cinéma, et plus particulièrement du cinéma américain, qui est extrêmement codifié au niveau de ses narrations, qui est celle de la question du récit. Et donc, est-ce qu'il existe encore aux États-Unis une approche originale du récit? Alors, un récit qui mettrait de côté un suspense, ou ce qu'on appelle en France l'ironie dramatique. Vous savez, c'est ce truc où on sait que tel personnage est en train de faire quelque chose, et on sait que son partenaire n'est pas au courant. Cette espèce de petit truc, cette espèce d'info qu'on nous donne, par exemple, et qui nous donne toujours un temps d'avance sur un des héros ou sur le récit. Est-ce qu'il existe aujourd'hui aux États-Unis des réalisateurs qui font ça? Alors, il y a déjà, pour reprendre un peu ce qu'on s'était dit au tout début, cette question de l'approche documentaire, c'est-à-dire cette question de l'authenticité. Et c'est aussi évidemment lié à cette question du film de genre. On peut commencer par un film qui s'appelle Pretty Hill, qu'on avait sélectionné à la CID, je crois qu'il y a très longtemps maintenant à Cannes, qui est un film de Matthew Portfield, qui s'amusait justement à mélanger les genres. Les personnages du récit étaient aussi des personnages interviewés. Et à l'intérieur de l'interview, la fiction reprenait le dessus. Donc celui qui était interviewé, hop, il se levait et puis il disparaissait. Et puis toujours dans cette question du cinéma de genre, là, à cet endroit-là, des gens ont inventé des choses. Je prends l'exemple de Paranormal Activity, Activity, ça fait vraiment loser. Et Paranormal Activity, où il y a l'illusion de l'authenticité qui est recherchée à travers le désir de faire croire qu'on a affaire en fait juste à un montage de rush, et que c'est à nous, spectateurs, de faire le chemin et le trajet du récit. C'est à nous de retisser quelque chose à travers tous ces plans. Ça, c'est encore quelque chose, une tentative à la marge de repenser un peu le récit, et surtout d'un genre qui est extrêmement codifié, qui est celui du cinéma de genre. On peut penser évidemment à quelqu'un comme Lynch, surtout avec Inland Empire, qui est vraiment absolument labyrinthique. On s'y perd complètement. Et puis après, à d'autres cinéastes de ce nouvel Hollywood, comme Todd Haynes, qui a travaillé sur le biopic le nom m'échappe, du musicien de Bob Dylan. Alors il s'est intéressé à justement comment raconter autrement un biopic,
où il construit Bob Dylan à travers différentes phases de sa vie, mais à travers différents acteurs complètement différents. Il prend par exemple même un enfant noir pour jouer Bob Dylan enfant, pour parler de la question de l'influence de la musique, du blues américain, etc. pendant l'enfance. Donc, où il explose complètement. En fait, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à saisir qui est réellement quelqu'un dont on va raconter la vie. Donc, voilà. Et à cet endroit-là, ce Todd Haynes est inspiré d'un autre Todd, qui est Todd Solondz, qui a fait un film qui s'appelle Palindrome, qu'il a fait quelques années auparavant, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui refuse d'avorter. Et son personnage est interprété par 6 ou 7 comédiennes et un jeune homme. Et des comédiens et des comédiennes d'âge extrêmement différents. Cette idée-là, pour lui, c'était évidemment de perturber en fait, la perception qu'on se fait de la problématique qu'il pose, qui est une problématique très simple en réalité, qui pose à l'intérieur de son récit. Et lui est allé encore plus loin dans cette question-là et dans le questionnement du récit. Il a fait un film qui s'appelle Storytelling, qui est un film qui est divisé en 2 parties. La première partie s'appelle Story et l'autre s'appelle No Story. C'est ça, Story and No Story. Et il pose, à partir de ces 2 histoires juxtaposées, la question de comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on raconte une histoire en n'utilisant que notre imagination, et comment est-ce qu'on raconte une histoire en ne nous appuyant que sur les faits. Puisque dans la deuxième partie, il est question d'un jeune réalisateur qui se décide à faire un documentaire. En conclusion, on peut se dire que c'est extrêmement théorique, mais en réalité, Todd Solondz, à travers ces 2 histoires juxtaposées, creusait encore un peu plus loin la question du cinéma américain et du récit américain, qui est toujours, ou en tout cas très souvent, construite sur la question de la moralité. Et Todd Solondz posait cette question-là, cette espèce de contrainte permanente qu'on impose aux auteurs, qui est celle de toujours finir et terminer un récit en ayant posé au départ une réponse morale à laquelle l'auteur était censé avoir une réponse. Et lui, évidemment, n'en a pas, et surtout, ça ne l'intéresse pas. Et on va vous montrer un extrait. Et on arrive à un nouvel extrait. Qui est donc un extrait de la dernière piste de Kelly Richard. He won't drink. I've tried every day. He refuses, and then I don't know what to do. Please, please. My dad, I know. I know. Hey, we're close, friend. Stay with us. Stay with us. Please, please drink, darling, please. Please, William. Take some more. Mrs. White, we're going to make some more room in the wagon. Of course. Jimmy, stay with your father. Taagata. Räägi, kui nummitse vaatsis käär. Mõnetis teeg. Aga äkki siin. Igiagu. Taagata. Tšikki. Võhpavitsi. Ala. Tšikki.
Whoa. Whoa. Thomas, we can still go back. We could try for the Columbia. Millie, we're close. So that's just it. We're close, but we don't know what to. We've been through this. We don't know. Either way. Le film raconte 3 ou 4 familles qui traversent l'Oregon pour aller à l'ouest. Et le film commence, ils sont perdus, et le film finit, ils sont perdus. Voilà. Bon, bah, je veux dire, en termes de narration, c'est complètement anti-hollywoodien, évidemment. Et ce qui est très intéressant aussi avec Ellie Richards, c'est qu'elle travaille avec un scénariste qui est le même scénariste que c'est le même scénariste avec qui travaille Todd Haynes, Jonathan Raymond. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le scénario, elle a pris le scénario et elle a complètement décidé de faire tout de la perspective des femmes. C'est-à-dire que tous les dialogues des hommes qui étaient écrits dans le scénario, on ne les entend pas. Parce que les décisions pendant tout le voyage sont prises par les hommes, mais ils vont dans leur coin, puisque les femmes ne font pas partie des décisions importantes. Et comme c'est de leur perspective, on ne l'entend pas. Donc c'est toujours filmé de très loin, etc. Et c'est intéressant du coup aussi comment au niveau de la narration, elle réinvente une narration sur le moment même, en tordant le scénario. Et l'autre élément qui est intéressant, qui est très loin de ce souci d'efficacité du récit américain, en tout cas classique, et celui qu'on connaît, et celui qui est le plus répandu en tout cas, c'est cet éloge de la lenteur qui est propre en fait à ce film-là, mais aussi à ces autres films, et aussi à cette idée qu'il n'y a rien à résoudre, un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Todd the Land, c'est-à-dire qu'on a une idée simple, qui est celle de tourner en rond, et en fait, la réalisatrice se propose de ne pas sortir de sa proposition de départ. Elle tourne en rond, et le film ne résout rien, mais par contre, il propose beaucoup le temps de ce déplacement. Oui, et d'ailleurs, en tout cas pour moi, ça a été une expérience très forte quand j'ai vu ce film la première fois. C'était justement que ce temps-là, c'est la première fois que j'ai éprouvé un sentiment extrêmement physique en regardant un western. Tout à coup, je me rendais compte vraiment à quel point c'était physique de traverser. J'avais jamais eu cette expérience avant, et puis on voit rarement dans des westerns des personnages avec la morve, sale, les éléments sont extrêmement présents. Et donc en conclusion, on s'était dit, je me rappelle quand on en discutait tous les deux, cette idée-là de est-ce que c'est finalement si c'est pareil que ça, le cinéma indépendant américain, en tout cas cette manière de fabriquer aussi artisanale, de manière de faire les films avec peu, est-ce que c'est si éloigné que ça de ce qui se passe à Hollywood? Et on s'est vite rendu compte tous les deux que, en tout cas, Hollywood allait puiser en permanence à l'intérieur de ce vivier-là d'auteurs, allait chercher en permanence des sources d'inspiration. Et c'était l'endroit où Hollywood allait puiser pour se renouveler, se réinventer. Et surtout, on avait remarqué aussi que dans le cinéma indépendant, il y avait des films qui, au contraire, rentraient complètement dans les cases et reproduisaient les schémas typiques hollywoodiens. Alors oui, on a pensé à... Non, mais parce qu'en réalité, ce qui s'est passé à partir de la fin des années 90 et ce qui existe encore aujourd'hui, c'est ce que les Américains appellent l'Indiewood, en fait. C'est-à-dire ce qui était à la marge est devenu une espèce de norme qu'Hollywood a finalement définie. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'à partir d'un récit, à partir d'un regard par rapport à la singularité d'un travail, il était possible d'aller chercher ce qu'ils appellent un spectateur de niche. Mais en même temps, le but, évidemment, c'est que le film fasse un succès commercial et qu'il était possible, à partir de la reconnaissance d'une espèce de typologie esthétique ou d'une espèce de type de comédien ou d'interprétation, qu'il était possible d'aller
d'aller jeter le filet un peu plus loin et un peu plus au large encore. Et donc, ils ont inventé ce terme-là, celui d'Indiewood, c'est-à-dire qu'ils appellent ça une esthétique low budget, c'est-à-dire salir l'image, filmer, ne pas filmer en steadicam, mais filmer à l'épaule, aller travailler avec des comédiens non professionnels, ou alors des comédiens qui sont capables de faire croire qu'ils sont dans l'immédiateté de l'interprétation. Tous ces éléments-là dont on vous a fait une espèce de mots, mais vous avez compris. Tous ces éléments-là dont on vous a fait la liste sont des éléments dont Hollywood a lui-même fait la liste. Et aujourd'hui, il sait exactement comment articuler à partir d'un récit, d'un auteur, d'une démarche, il sait comment finalement faire un produit commercial. Et en fait, aujourd'hui, le travail artisanal est aussi un travail institutionnalisé. Et donc il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les auteurs américains de se faire remarquer, de retrouver des formes d'expression et de retrouver de la liberté pour pouvoir s'exprimer. Oui, alors après on pense à des films un peu comme Little Miss Sunshine ou Juno, qui sont vraiment des films typiques extrêmement bien calibrés, mais qui au fond ne reviennent vraiment pas à mettre en question grand-chose. Si ce n'est juste changer des nouveaux personnages qu'on a moins l'habitude de voir, mais dans l'ensemble, c'est vraiment les codes du genre, quoi. Et du coup, on s'est rendu compte, ou en tout cas, le film qu'on va vous proposer ce soir, celui de Jim Cummings, c'est un film où l'auteur est en fait devenu un homme orchestre. Jim est à la fois producteur, scénariste, réalisateur, musicien, comédien principal. Et donc, il est multicasquette. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, parce que finalement, quand on va chercher très très loin dans le cinéma américain, on peut penser à Charlie Chaplin, par exemple, qui lui-même portait toutes ces casquettes-là. Et finalement, on l'a retrouvé, je vous ai parlé tout à l'heure de Miranda Julie, dans le film Toi, moi et les autres, une jeune réalisatrice qui elle-même a fait le même travail, dont on va vous montrer là un extrait. Menswear is the other side of the escalator. Over here. Yeah. Hi. Do you have any glue? Oh, we have shoe goo. Yeah, it might work. We have to hold this for 1 to 2 minutes. So how's the separation going? Or was that temporary? Maybe even momentary? No, we're really separated.
but we have 2 kids. Okay. How old are they? God, it's a real madhouse in here. It's because of the sale we're having. Well, go if you need to go. How'd you do that? Oh, well. Do you want the long version or the short version? The long one. I was trying to save my life and it didn't work. What's the short one? I burned it. And when do you get to take that off? I don't know. I think when it stops hurting. Let's give it another 15 seconds. Do you want to sit down together sometime with coffee or something? Yeah. Well, if you ever feel too old to drive, just call that number. Donc pour conclure, pourquoi cet extrait et pourquoi cette réalisatrice? Parce que c'est un film qu'elle a pas produit elle-même, mais qu'elle a écrit. C'était son premier long métrage, elle vient de l'art contemporain. Pour exemple, cette séquence où elle filme ses pieds avec Me and You sur ses chaussures, elle explique que c'est une séquence qu'elle a rajoutée en plein montage parce qu'il lui manquait quelque chose, une émotion, et donc elle s'est filmée chez elle et elle l'a ajoutée pendant le film. Elle l'a ajoutée pendant le montage. Elle a filmé avec une caméra qu'on achète en grande surface. Elle est elle-même absolument pas comédienne. Ce film, elle l'a tourné extrêmement vite. Et à partir de là, elle a réussi à nous faire une proposition d'une romance et une photographie de la société américaine extrêmement originale, très singulière, parfois un peu choquante, ou en tout cas à la limite. Et c'est quelque chose d'assez fort. Dans ce même mouvement-là, on pense qu'il y a un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices américains qui sont dans cette espèce d'exigence, cette espèce de nécessité de créer, et donc de devoir en fait être quasiment des entrepreneurs de leur propre créativité artistique. Et le film que vous allez voir lorsque nous allons nous lever et partir, donc Thunder Road, est un film qui s'inscrit absolument dans cette nécessité-là et cette filiation-là. Et c'est entre autres, juste entre autres, pourquoi nous l'avons choisi l'année dernière à Cannes. Voilà. Donc je vous remercie.